Quatrième paragraphe: réformer l'économie et les banques. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, le savant grec Thalès de Milet a loué hors saison et à bas prix tous les pressoirs à olives de sa région. La récolte venue, il les a cédés au prix fort aux propriétaires récoltants, en réalisant de gros profits. C'est la loi de l'offre et de la demande qui consiste à s'enrichir en provoquant la rareté. Dans l'Antiquité romaine, un banquier qui faisait faillite était frappé de déchéance civique. L'État ne renflouait pas la banque avec l'argent des contribuables en leur infligeant une double peine. Diogène de Sinope, au IVe siècle avant Jésus-Christ, et son père, qui gérait la banque publique de la cité de Sinope, ont été bannis de leur ville pour avoir provoqué trop d'inflation en dépréciant la monnaie. Diogène termina sa vie à Athènes, où il devint un philosophe cynique. Il s'est rendu populaire en vivant dans un tonneau et en méprisant la richesse. Tant que la cité est restée à taille humaine, les citoyens des communes médiévales ont conservé le contrôle sur ces activités. C'est la centralisation du pouvoir étatique qui a fait perdre le contrôle de la politique et de l'économie au peuple français. Cette centralisation a commencé au XIVe siècle, quand les riches bourgeois anoblis se sont mis au service de l'État. Les appâts de la fortune, des honneurs et du pouvoir n'ont plus cessé de gangréner les institutions françaises. L'absence de contrôle populaire de l'économie est organisée à grande échelle par les États et les institutions internationales qui font les lois et signent les accords internationaux en dehors du contrôle populaire. Leurs instruments sont la déréglementation des marchés financiers, les accords de libre-échange, l'inflation ou la déflation, le crédit et l'endettement, l'imposition et les taxes, le coût et la fluctuation des stocks, notamment pétroliers, les délocalisations d'entreprises, les importations et les exportations, la spéculation boursière nationale, la spéculation boursière internationale à très grande vitesse qui provoque la rareté, la titrisation et l'évasion fiscale, qui était estimée en 2012 à 2 000 milliards d'euros annuels pour l'Europe et à 80 milliards d'euros pour la France, etc., etc. Avant de faire le ménage dans ce grand casino, il faut rappeler comment fonctionnent les banques. La banque a trois fonctions de base socialement utiles et une autre qui est nuisible. Elle garde l'argent et les valeurs de ses clients en les tenant à leur disposition. Elle prête l'argent des épargnants aux investisseurs, c'est le marché primaire. Si la demande de liquidité des clients d'une banque dépasse ses réserves, elle peut emprunter des billets aux banques qui en possèdent moyennant un taux d'intérêt. Elle peut également échanger avec d'autres banques des créances contre ces liquidités. C'est le marché secondaire. Dans les périodes de crise où la solvabilité des emprunteurs est mise en cause, les instruments de dette n'irriguent plus le marché financier. La baisse des investissements ruine l'économie réelle. Si l'échange se fait avec des valeurs immobilières et que le marché de l'immobilier s'effondre, la banque qui possède ce type de créance peut être ruinée. C'est ce qui s'est passé pendant la crise de 2008. L'activité bancaire nuisible sur le plan social et économique est celle des banques d'affaires qui se livrent à la spéculation financière pour faire de l'argent avec de l'argent. La spéculation représente un risque important de faillite capable de déstabiliser toute l'économie réelle. Elle peut également provoquer la rareté d'un produit et quand il s'agit de denrées alimentaires, comme le blé, elle peut provoquer des famines en faisant monter les cours des céréales artificiellement. Les banques d'affaires présentes dans les paradis fiscaux blanchissent l'argent du crime des mafias, n'imposent pas ou très peu ses clients et pratiquent le secret bancaire pour les protéger des poursuites judiciaires. En Europe, Andorre, la Belgique, les îles anglo-normandes du Royaume-Uni, le Liechtenstein, le Luxembourg, la Principauté de Monaco et la Suisse sont des paradis fiscaux qui contrôlent des flux de capitaux occultes depuis les grandes capitales financières comme Wall Street à New York, la City à Londres, la Défense à Paris, etc. Le Liechtenstein compte 34 000 habitants et environ 80 000 holdings. Son produit national brut par habitant est l'un des plus élevés au monde. La Belgique, le Luxembourg et Monaco en France sont dans la zone euro.
Les activités parasites des banques d'affaires et des paradis fiscaux se nourrissent du travail et des richesses produites par les gens normaux pour qui la justice est sans concession. En 2006, le blanchiment d'argent sale était estimé à 3 000 milliards de dollars et représentait 70% des transactions financières qui se font en dehors du circuit ordinaire. Ces chiffres sont probablement sous-évalués. L'économie capitaliste tient en échec les démocraties et le bonheur des peuples. Elle est responsable de l'augmentation de la faim et du réchauffement climatique. Les subprimes dont nous allons parler sont le produit des activités bancaires 3 et 4. Ils désignent des emprunts risqués dont l'expansion commence en 2004 et se termine en 2007 après le scandale du même nom. Cinquième paragraphe, éradiquer les crises financières. Il est utile de rappeler comment est survenue la crise économique déclenchée par le krach d'octobre 2007 de la bourse de Wall Street aux États-Unis d'Amérique. Ce krach répète celui de 1929 avec l'illusion du mythe de la croissance infinie et du crédit illimité piloté par les banques. Cette crise n'est rien d'autre qu'un gigantesque casse qui a ruiné nombre d'États, c'est-à-dire de peuples. Les dettes publiques se sont creusées et les États ont dû faire des coupes sombres dans leur budget et vendre les bijoux de famille du secteur public. La France n'était pas encore sortie de la convalescence des subprimes quand la pandémie Covid-19 a surgi en provoquant un vent de spéculation sur la santé humaine. Le grand public et une partie de la profession médicale ont découvert l'incapacité des pouvoirs politiques et la corruption à très grande échelle qui ont réduit les populations au statut de cobayes de laboratoire. Les vieilles démocraties européennes ont perdu à leur tour le contrôle des États qui sont tombés sous la coupe des financiers. Une véritable paupérisation ou clochardisation des sociétés accule les peuples et les pousse à la révolte. La réponse du capitalisme sera probablement le recours à une troisième guerre mondiale si les peuples se laissent manipuler. La Russie, appuyée par la Chine, pousse ses pions. Mais revenons aux subprimes, qui vont nous permettre de mettre en évidence l'activité nuisible des banques d'affaires. En 2008, j'ai qualifié dans mon guide de la révolution non violente cette crise de gigantesque escroquerie du XXIe siècle, alors que les médias parlaient de faillite virtuelle n'ayant aucune incidence sur l'économie réelle. Tout commence avec des crédits accordés à des Américains modestes pour acquérir une maison. Ce type de crédit est appelé subprimes, qui signifie sous-premier, parce que les emprunteurs considérés comme solvables sont dits prime ou premiers. Les ressources de ces ménages étaient insuffisantes pour accéder au crédit immobilier, mais les banques misaient sur la hausse de la valeur de ces biens en période d'inflation pour les revendre avec profit en cas d'impayé des ménages. Les subprimes représentaient 2,4% des prêts immobiliers en 1998 et 13% en 2007. D'importants défauts de paiement sont apparus à partir de 2006. 3 millions de foyers américains, 7 millions au final, ne pouvaient plus rembourser leurs crédits. Les milliers de maisons revendues à perte ont entraîné une chute brutale des prix de l'immobilier. La valeur des biens ne couvrait plus la dette, si bien que les banques qui avaient accordé les crédits ou acheté ces titres toxiques sur le marché secondaire ou en bourse n'ont plus trouvé de liquidité et se sont retrouvées en difficulté ou ruinées. Certaines d'entre elles ont obtenu des aides publiques pour ne pas faire faillite. On ne peut pas en dire autant des clients et contribuables qui espéraient devenir propriétaires de leur maison, qui se sont retrouvés à la rue, d'autres au chômage et à la soupe populaire. La banque Goldman Sachs va provoquer une crise dans la crise qu'elle qualifiait dans ses murs de casse du siècle, selon un documentaire Arte. Cette banque jouit d'une impunité absolue parce que le club des anciens de Goldman Sachs fonctionne selon le principe du revolving doors ou porte tournante qui consiste à faire des allers et retours entre la banque et la haute administration étatique américaine. C'est le même principe qu'on trouve en France où les énarques pantouflent dans les grandes banques pour se faire un carnet d'adresses avant de revenir à des postes clés de la haute administration et qu'on appelle rétro-pantouflage.
C'est ainsi que Goldman Sachs a infiltré l'État fédéral américain et les organisations internationales comme le FMI, la Banque mondiale, la BCE, etc. Dans les années 1990, après la chute de l'URSS, Goldman Sachs recrute des mathématiciens sortis des grandes écoles pour piloter par ordinateur des ordres d'achat et de vente à très grande vitesse sur les marchés financiers. En 2008, Goldman Sachs possédait 30 000 salariés présents dans le monde entier. Ses clients étaient des milliardaires, des patrons de grandes entreprises et des États. Lorsqu'en 2007, la chute de l'immobilier étrangle les banques, Goldman Sachs entre en scène en trouvant une parade pour vendre leurs créances dépréciées, dites toxiques. Elle crée le produit financier Abacus 2007 AC-1, soutenu par les agences de notation américaines qui lui donnent la meilleure note AAA. Ce produit mélange, selon le principe de la titrisation, dans un même portefeuille de bonnes créances avec les crédits immobiliers sans valeur. Abacus est vendu aux entreprises et aux banques du monde entier. Mais la banque Goldman Sachs joue en bourse contre ses clients en vendant ses titres Abacus, c'est-à-dire en spéculant à la baisse sur ses propres titres. La valeur du titre s'effondre et la banque encaisse de nouvelles plus-values en ruinant ses clients. Le gouvernement américain distribue des milliards de dollars avec l'argent public à des banques américaines menacées de faillite. Goldman Sachs reçoit des subventions grâce à Henry Paulson, son ex-président, devenu le ministre des Finances du président Bush fils. L'État verse 10 milliards à AIG, une des principales compagnies d'assurance américaines, filiale de Goldman Sachs. Et en 2008, Henry Paulson refuse de venir en aide à la banque Lehman Brothers, qui était la principale concurrente de Goldman Sachs. Lehman Brothers disparaît. Suite aux investigations d'un journaliste du New York Times et après une enquête de 3 années menée par la justice américaine, l'autorité boursière américaine, ou SEC, dépose une plainte en avril 2010 pour fraude à l'encontre de la plus grande banque d'affaires au monde. Pour faire retirer la plainte, Goldman Sachs paie en juillet 2010 la somme de 550 millions de dollars, dont 300 millions de dollars versés au Trésor américain et le reste aux investisseurs ruinés. Cette somme représente une paille au regard des 13 milliards de bénéfices encaissés par la banque et les 50 millions d'euros de salaire de son PDG. Le gouvernement Obama n'a pas réussi à faire plier les banques parce que, comme nous l'apprend le documentaire d'Arte, plusieurs personnalités du club des anciens de Goldman Sachs occupaient des postes clés à l'administration Obama. De plus, Obama n'avait pas le Congrès de son côté pour mener les réformes de la finance. Obama n'a même pas réussi à obtenir la contribution qu'il a demandée aux 13 principales banques américaines qui ont renoué rapidement avec d'insolents bénéfices. Les contribuables n'ont pas fini de payer les retombées du casse. Dès 2008, la crise économique s'étend à l'Europe. Les États européens viennent en aide aux banques en creusant leur dette publique. La banque privée allemande IKB, qui possède des parts importantes d'Abacus, perd 150 millions de dollars et ruine ses petits épargnants. Goldman Sachs envoie ses conseillers dans les pays européens les plus touchés par la crise, notamment la Grèce, avec pour mission de faire baisser artificiellement sa dette qui atteint 100% de son PIB pour 60% autorisé dans la zone euro. Par un nouveau tour de passe-passe, échange de swaps, plusieurs milliards de dollars de déficit sont effacés temporairement de l'ardoise grecque. Goldman Sachs empoche 600 millions de dollars d'honoraires payés par les contribuables grecs. Le documentaire Arte montre qu'Eurostat, qui a en charge le contrôle de la comptabilité des États européens, et la présidente du FMI, Madame Christine Lagarde, n'ont rien décelé de frauduleux dans le maquillage de la dette grecque. Autre conséquence de la crise de la dette souveraine de la zone euro, la banque franco-belge luxembourgeoise Dexia perd 11,6 milliards d'euros. Dexia est renflouée en 2008 mais n'a pas résisté à la baisse de sa note par l'agence américaine Moody's. La branche Dexia, crédit local, spécialisée dans le financement du secteur public, a disparu
en privant les collectivités locales françaises de crédit. Les médias sont restés discrets sur ce scandale alors qu'ils ont annoncé en grande pompe la création de la Banque publique d'investissement, BPI, en février 2013, qui a remplacé Dexia Crédit Local. Le cas Sabacus et la spoliation de la Grèce ne suffisaient pas aux rapaces de la finance. En 2008, les spéculateurs ont provoqué la rareté alimentaire afin d'empocher d'importantes plus-values boursières. L'envolée des prix des céréales a déclenché des émeutes de la faim dans les pays pauvres dépendants du marché international des céréales. Le projet de la FAO, Zéro faim dans le monde pour 2030, n'est plus d'actualité. Début 2011, les révolutions arabes ont chassé quelques dictateurs, mais les partis politiques qui ont besoin de financement pour leur campagne continuent de protéger le monde opaque de la finance. La cerise sur le gâteau offert à Goldman Sachs en juin 2011 par l'Union européenne est la nomination de Mario Draghi, ancien responsable des États souverains chez Goldman Sachs de 2002 à 2005, à la direction de la Banque centrale européenne. La Bienheureuse propose un réseau de banques solidaires dont les citoyennes et citoyens sont les seuls bénéficiaires et actionnaires, sans aucun risque encouru. Nouveau paragraphe. Retirer la direction du monde aux financiers. Quand la direction de la cité tombe dans les mains de la tyrannie, le devoir des citoyennes et des citoyens est de la renverser pour rétablir l'ordre démocratique. Et comme c'est une oligarchie financière qui a mis main basse sur l'économie monde, c'est au niveau mondial que les peuples doivent apporter une réponse. Il n'y a pas une très grande différence entre l'esclave politique moderne, dont on fabrique l'opinion avec l'éducation et les médias, et l'esclave civil de l'Antiquité, qui appartenait corps et biens à un maître. La différence est que le premier, qui vit dans un monde infiniment plus complexe que le second, ignore qu'il porte des chaînes, alors que l'esclave antique le savait. Les pressions culturelles, économiques, psychologiques et sanitaires sont plus subtiles et difficiles à combattre que les simples contraintes physiques directes. L'esclave antique pouvait s'affranchir et s'élever dans la hiérarchie sociale. L'esclave moderne est dans une situation plus inquiétante. Le principal pouvoir est dans les mains des grands médias qui utilisent les émotions et la peur des individus pour les faire plier à leur volonté. Les chaînes de télévision, les radios et les journaux étatiques, ou appartenant aux gens fortunés, traitent de complotistes celles et ceux qui disent la vérité et défendent leur liberté. Tant et si bien que certaines vérités dissimulées deviennent tellement incroyables et choquantes pour les gens manipulés qu'ils rentrent dans le jeu du pouvoir sans broncher. C'est pour cette raison que le documentaire Hold Up, Retour sur un chaos, réalisé par Pierre Barnerias, paru le 11 novembre 2020, a été aussitôt censuré et retiré d'Internet sans que la majorité s'en indigne. Idem pour l'éminent professeur Didier Raoult, plus dévoué à ses patients qu'au laboratoire pharmaceutique. La liberté d'expression, qui est présentée comme étant un droit fondamental inaliénable dans les grandes déclarations, a été trahie. Aux yeux des gens de pouvoir et des financiers mondialistes, vous et moi ne sommes pas mieux considérés que les autochtones de nos anciennes colonies. Leur projet dépasse même l'imagination avec la grande réinitialisation, ou Great Reset, dévoilée en mai 2020 par le fondateur et directeur du Forum économique mondial de Davos, Klaus Schwab. Ce projet prétend vouloir mettre le monde sur la voie de la durabilité avec la tarification du carbone qui ne donne aucun résultat comme nous l'avons vu. S'ajoutent à cela des innovations technologiques et des investissements en vue d'une quatrième révolution industrielle, alors que nous disposons de toutes les technologies et qu'il suffirait d'adopter une agriculture biologique, des énergies propres, de réduire le transport, de supprimer la surproduction, la surconsommation et le gaspillage pour mettre l'humanité sur la voie de la durabilité. L'écologie doit être traitée avec une vision d'ensemble cohérente qui ne consiste pas à repeindre la machine en vert pour faire des profits à très court terme. Prenons l'exemple de la voiture électrique. La construction d'un véhicule, comme tout objet, demande beaucoup de matières premières, idem pour la production de l'électricité et des batteries. Dans la période clé que nous traversons, il faudrait baisser drastiquement la pollution en comptabilisant tous les éléments de la chaîne de production avant la mise en circulation du véhicule.
Remplacer massivement sur le très court terme le parc automobile thermique avec la mise à la casse de millions de voitures risque d'être beaucoup plus coûteux en émissions de gaz à effet de serre que la conservation du parc actuel. Une vision globale demande plutôt le développement des transports en commun et la relocalisation de la production et des échanges pour limiter les transports. Il faudrait encore développer le covoiturage et impérativement limiter les transports routiers par poids lourds en développant le trafic ferroviaire et le ferroutage. La révolution mondiale pacifiste devra commencer par une éducation et une information juste pour éclairer les consciences, car seules les personnes bien informées sont capables de prendre de bonnes décisions. Je vous remercie pour votre attention. Vive la révolution mondiale pacifiste.